L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme issu de ces cours, l'entrepreneuriat comme mode de vie, mesdames, messieurs. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ces numéros de votre magazine Actu Business. Ce magazine, comme vous le savez, qui est axé sur l'entrepreneuriat, le management, ainsi que le business dans sa globalité. Alors, pour ce nouveau numéro, encore une fois de plus, nous allons nous atteler sur l'entrepreneuriat où nous allons plus mettre le point sur les investissements ici en RDC. Alors, pour parler de cela, je reçois pour vous, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au plateau de Congo Buzz Télévision. Je reçois le CEO de Beto Group, qui est aussi vice-président en charge de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs à la FEC, qui est la Fédération des entrepreneurs du Congo, avec qui nous allons échanger. Messieurs Christopher, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à vous. Comment allez-vous? Merci. Je vais bien, grâce sur grâce comme on dit chez moi, j'espère que vous également. Oui, ça va. Alors, c'est une première fois pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Buzz Télévision. On va dire que nous sommes chez vous. Comment vous vous sentez? Oui, je me sens bien, déjà merci pour l'invitation et c'est un plaisir de vous recevoir dans nos bureaux. Sinon, quelles sont vos impressions par rapport à ces magazines? Je trouve que c'est hyper pertinent parce que j'estime qu'il y a une monopolisation de l'audience autour de la politique. Okay. Et c'est intéressant qu'on commence à parler un peu d'autre chose parce qu'en dehors de la politique, il y a également le business, il y a les affaires, il y a des gens qui font des choses et c'est bon à évoquer. Exactement. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes gérant, parce que CEO ça fait un peu bizarre, vous êtes gérant de Beto Group. Oui. Concrètement, c'est quoi Beto Group? Alors Beto Group, c'est deux choses. La première, c'est que nous sommes une holding et ça veut dire que notre métier, c'est de détenir des parts dans d'autres entreprises, c'est de créer d'autres entreprises. Okay. Et à ce titre, nous avons une entreprise que je crois que les gens connaissent un peu bien, c'est le restaurant Coucou, qui est spécialisé dans les grillettes de poulet ici à Kinshasa. Je crois que ça fait 3 ans qu'on existe. C'est plus de 15 000 livraisons effectuées à travers la ville. C'est plus de 4 000 clients. C'est 6 recettes de poulet exquis qu'il faut d'ailleurs goûter. Et derrière, nous avons également un autre business qui est Black & Yellow, qui est dans la production de tomates. Et nous avons encore d'autres petites filiales dans l'immobilier, dans d'autres secteurs. Donc, bref, ça c'est pour l'aspect holding. Et sur le deuxième aspect, c'est le conseil en investissement et en stratégie d'entreprise. Grosso modo, on accompagne les chefs d'entreprise dans 3 niveaux. Premier élément, c'est booster leur chiffre d'affaires. Deuxième élément, c'est réduire leur charge opérationnelle. Et troisième élément, c'est de trouver du financement dans notre environnement. Donc ça, c'est un peu ce que nous faisons et nous accompagnons beaucoup de gens de la diaspora et d'ici sur des projets d'investissement, que ce soit de l'idée, on va dire, jusqu'à l'exécution d'un projet ici en RDC. Alors là, je dois déjà signaler, fidèles téléspectateurs, que je reçois sur ces plateaux l'auteur du livre 50 idées des business. Alors, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit tantôt, nous allons plus parler de l'entrepreneuriat, mais nous allons aussi mettre le point sur les investissements ici en RDC. Concrètement, d'abord, c'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur, il y a plusieurs définitions. Moi, la définition que je chéris particulièrement, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur, qui met ça dans un produit ou un service et qui commercialise ça sur un marché. Et cette définition est intéressante parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. La première, c'est qu'on n'est pas entrepreneur parce qu'on a une idée. Quand on a une idée, on est un porteur d'idées. On n'est pas entrepreneur parce qu'on a un projet. Là, on est un porteur de projet. On est un entrepreneur quand on a quelque chose qu'on arrive à commercialiser sur le marché. Donc, il faut un chiffre d'affaires, légalisé ou pas, ça c'est un autre débat. Mais c'est ça pour moi, un entrepreneur qui crée de la valeur. Donc, la vie selon laquelle, quand vous êtes entrepreneur ou pour entreprendre, il faut partir soit d'un problème ou d'un besoin. Vous partagez cela? Oui, bien sûr. Il faut partir d'une problématique parce qu'en fait, un entrepreneur, il crée de la valeur pour des gens. Pour commercialiser, il faut apporter un produit qui répond à un besoin des gens. Aujourd'hui, vous dites, voilà, je vais vendre des Ferrari au village, là où il n'y a pas de route, il n'y a rien. Oui, j'ai une solution, mais est-ce que ça répond à la problématique de ce village? Non. Peut-être qu'il faut vendre de l'eau, peut-être qu'il faut vendre autre chose, peut-être qu'il faut essayer de bâtir des choses. Et c'est ça, pour moi, l'entrepreneur. On part d'une problématique, d'une catégorie de personnes. Alors, à ces jours, nous constatons qu'il y a une confusion où les gens ne comprennent pas exactement les deux concepts. Alors, il y a le business et l'entrepreneuriat. Ouais. Quelle différence existe-t-il entre les deux? Moi, personnellement, je ne fais pas un gros distinguo entre les deux. Je me dis business, c'est juste faire des affaires, c'est en anglais. Ouais.
entrepreneur, c'est l'état de quelqu'un qui entreprend. C'est comme ça que moi je vois les choses. Par contre, il y a souvent une nuance, peut-être un amalgame qu'on fait entre investisseur et entrepreneur. Ça, j'aimerais bien l'aborder. Entrepreneur, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui crée de la valeur et qui commercialise sur un marché. Mais l'investisseur, c'est quelqu'un qui vient en soutien de ça. C'est-à-dire que l'investisseur met de l'argent, c'est son argent qui travaille pour lui, alors que l'entrepreneur, il met de l'argent, il met son temps, il met tout. Donc, il prend un risque qui est à la fois financier, qui est à la fois opérationnel, qui est à la fois réputationnel, alors qu'un investisseur prend essentiellement un risque financier pour recevoir à la fin soit des dividendes, soit des intérêts sur son investissement. Ou peut-être même, il peut ou ne pas être là, mais un entrepreneur peut, il doit concrètement être là. Oui, oui, c'est-à-dire l'entrepreneur, comme il crée le système, il doit être là. Il donne son temps, il donne son argent, etc. Mais l'investisseur, c'est son argent qui le représente et qui doit être fructifié. Donc, il fait un investissement en une fois ou en deux fois et puis il se retire. C'est un investisseur passif, comme on dit. Alors, de ces faits, comment jugez-vous ou sous quel œil voyez-vous le milieu entrepreneurial ici en RDC? Bon, je me dis qu'on a encore du chemin et en tout cas, on a du chemin. Là, je parle des Congolais parce qu'en réalité, j'aime cette phrase du président. Enfin, je ne sais pas si je vais dire je l'aime, mais le président a déclaré au premier Makotan auquel il a participé, il a dit « L'économie formelle de la République démocratique du Congo est détenue par 26 600 expatriés ». C'est-à-dire que 80% de notre économie formelle, les gens qui payent principalement les impôts et autres, c'est un groupe d'expatriés, 26 600 qui détiennent notre économie. Alors qu'on est 100 millions d'habitants ici, des Congolais, etc. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand je ferme les yeux, je pense aux principales banques. Je me dis, mais quelles sont les banques en fait qui sont détenues en majorité par des Congolais? Et j'en trouve pas. Un taux de bancarisation est d'abord assez moindre. Assez moindre, mais aussi qui possède ces banques? Aujourd'hui, même quand on doit fermer les yeux et se dire, bon voilà, les top 50 entreprises qu'on peut trouver en RDC, peu importe le secteur, peu importe, mais les plus grandes, les plus belles, les plus connues, combien appartiennent réellement à des Congolais? Très peu. Très peu. C'est quoi la cause majeure? Je pense qu'il y a un problème au niveau peut-être des ambitions aussi. Il faut se dire que après tout ce qui s'est passé, j'estime qu'on est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat de subsistance que dans l'entrepreneuriat de croissance. Expliquez-vous. L'entrepreneuriat de subsistance, c'est en fait comme avec l'agriculture. Donc je plante, je récolte pour manger moi et ma famille. Okay. Mais l'entrepreneuriat de croissance, c'est que je monte un business, je monte une entreprise qui doit atteindre les étoiles, entre guillemets, qui doit faire 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et malheureusement, les gens pensent que ce type d'entreprise, on ne peut les faire que dans, je ne sais pas, dans l'agriculture, non pas dans l'agriculture, que dans les mines par exemple. Alors qu'une maman qui vend des beignets peut demain ouvrir un restaurant qui est spécialisé dans les beignets. Mais ici, quand on vend des beignets, c'est juste, ben voilà, il y a mes enfants que je dois prendre en charge et ça s'arrête là. Et aussi, il y a certains business qui ne sont pas sexy et qui ne sont pas considérés. On se dit, mais oui, mais ma maman, elle était boulangère, moi je ne peux pas être ça, je dois être ministre. C'est pas une sorte de complexe? Oui, c'est une sorte de complexe, mais c'est que le curseur de la vie publique a été placé beaucoup plus dans la politique. Aujourd'hui, moi je me rappelle, j'étais plus jeune, ma mère me disait, ben voilà, je prie pour que tu sois directeur quelque part dans une banque ou que tu sois ministre. C'est ça le curseur. On se dit pour réussir, pour avoir beaucoup d'argent, parce que c'est ça, entre guillemets, réussir, entre guillemets, égale avoir beaucoup d'argent. On se dit, ben, il faut être ministre, il faut être ceci. Mais on ne se dit pas, mais tiens, même en vendant des beignets, si je vends 1000 beignets d'$1, ben, finalement, je fais 1000 $ par jour et ça fait 30 000 $ par mois. Imaginez un peu si tout le monde devrait devenir ministre, qui vendrait le beignet, Exactement. Qui ferait les grillades. Alors, en parlant de maman déguisée, est-ce que, d'une part, notre système éducatif n'est pas un frein? Parce que vous constaterez que depuis la maison, on vous dit par exemple que allez à l'école, allez à l'université, après quoi vous aurez un emploi. Ouais. Alors, avec l'exemple que vous venez tout juste de balancer, est-ce que le système éducatif n'est pas un frein dans l'épanouissement ou même dans la mise en valeur de l'entrepreneuriat dans notre pays? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, que ce soit au niveau de l'école primaire, secondaire ou à l'université. Mais en même temps, il ne faut pas jeter on dit le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire aujourd'hui, le système éducatif a un effet de sociabilisation. C'est-à-dire ça permet à des jeunes, moi j'ai étudié au collège de Boto, ça permet à des jeunes d'issus de plusieurs horizons, je viens de Banda, je viens de Gombe, je viens de Massina, on se retrouve quelque part, on est mis au même standard parce que chacun a un uniforme identique et ça nous permet de sociabiliser pour que demain, on puisse aller de l'avant. Maintenant, au niveau du contenu, je pense qu'il y a des choses à revoir. Il faut essayer maintenant d'inculquer à tous les étudiants ou à toutes les personnes qu'en fait, la finalité, ce n'est pas juste le salariat. De quelle manière?
Je pense que ça peut être par des cours, ça peut être, on peut commencer pour être pratique par des mentorings. Il n'y en a pas, mais c'est ça, c'est ça aussi le dilemme, on va dire, du pays. C'est que le pays marche à plusieurs vitesses. Il y a la marche de la nation en tant que telle, et puis il y a la marche des êtres, entre guillemets, éclairés, qui voient les choses et qui commencent à prendre des décisions pour permettre à leur petit clan de s'en sortir. Mais si on veut sortir du collectivement chaos et de l'individuellement fort, il faut qu'on commence à penser à des réformes. Mais ça, ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas moi, un simple opérateur économique, qui pourrait changer la donne. Alors, vu que je suis avec vous, on ne va pas parler de théorie, mais plus de la pratique. Okay. Vous encouragez les gens à investir. Et comme je l'ai dit tantôt, vous êtes l'auteur de 50 idées de business ici à Kinshasa. Comment faire? Sur base de quoi d'abord partir? Comme on l'a dit, je me réveille un bon matin, je dis bon ok, je lance un business. C'est quand même admirant. Comment faire? Je pense que la première chose à faire, c'est de décider en fait de est-ce qu'on veut être entrepreneur ou on veut être investisseur. Parce que même si on mettait toutes les conditions favorables dans ce pays et ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Tout le monde peut devenir, je ne sais pas, toutes les graines peuvent devenir un arbre, mais toutes les graines ne le deviendront pas pour plusieurs raisons. L'entrepreneuriat reste quelque chose de très difficile. Ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de sacrifices. Et qu'on le veuille ou pas, on n'est pas tous prêts à aller jusque-là. Donc il faudra déjà à ce stade-là faire le choix, comprendre que est-ce que je veux être entrepreneur ou je veux être investisseur. Alors il faut aussi dire, j'aime le répéter, c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas la voie royale vers la richesse. Ce n'est pas vrai. La plupart des entrepreneurs, ce sont des gens qui ne feront jamais $1 million de leur vie. Donc, ils seront toujours des micro-entrepreneurs. C'est le cas ici, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, dans la plupart des pays. La plupart des boîtes. Donc, oui. La généralité. Pareil, c'est-à-dire que la plupart des entreprises qui sont créées sont des micro, petites et moyennes entreprises. Donc, elles n'atteignent généralement même pas $1 million. En France, ça doit être, je pense, 153 000 € si mes souvenirs sont bons. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la voie royale pour devenir millionnaire. Par contre, de l'autre côté, le salariat aussi, ce n'est pas juste quelque chose où on va gagner $100 tous les mois. Non, il y a des salariés qui font des millions de dollars. Ici, bon, on ne peut pas citer, on ne peut pas dire, mais moi je connais des entreprises où il y a le responsable des OP qui gagne $20 000 par mois, sans compter les avantages. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, je dois choisir entre entrepreneuriat et investissement, je fais le choix. Et maintenant, par rapport à ce choix, je vois comment je vais avancer. Si on choisit entrepreneuriat, ça veut dire qu'il faut regarder les business qui sont les plus proches de nos forces et faiblesses. C'est-à-dire que force et faiblesse, je mets quoi dedans? Je mets compétences, je mets réseau, parce que voilà, moi je m'appelle Mukoka. Mais si j'avais un autre nom, je suppose que j'aurais plus de facilité à avoir de l'argent ou pas. À ces jours, les relations. Mais ça compte, c'est la base de tout. Donc il faut regarder les choses de manière objective, il faut aussi regarder son budget. Il ne faut pas, parce que c'est quoi la plupart des choses que moi je rencontre? Vous avez quelqu'un qui vous dit, j'ai besoin de financement pour mon projet. Mais quand il commence son projet, c'est son premier projet, c'est déjà un projet à $500 000. Qui va vous donner... business plan qui va au-delà de chiffres. Oui, mais qui va vous donner $500 000? Donc, c'est votre premier projet, vous n'avez jamais rien fait avant, vous venez de sortir de l'université et il faut 500 000. Qui va vous donner ça? Rien. Qui va vous donner ça? Qui va venir financer votre rêve de 500 000? D'abord, sur base de quoi choisir? Ces choix-là, oui, je vais choisir entre l'entrepreneuriat ou l'investissement. Mais comment j'ai fait pour y arriver? C'est sur base d'idées? Bon, déjà, investissement, entrepreneur, investisseur, son optique, c'est de faire fructifier son argent. Voilà. J'ai 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 $. Je veux que cet argent soit fructifié de soi-même. Donc, je vais prêter de l'argent à des entreprises. Je vais devenir actionnaire dans des entreprises pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est le mindset de l'investisseur. Le mindset de l'entrepreneur, c'est je vais créer un business. Je vais créer un système où je vendrai des services, où je vendrai un produit. Et ce produit va me coûter quelque chose. Quand je ferai la différence entre mes ventes et ce que ça me coûte, j'aurai une plus-value, ça sera mon bénéfice. Donc, si on a de l'argent, on peut être investisseur. Si on a des capitaux, comme on dit, on peut avoir aussi une maison, on peut avoir des biens en nature, mais si on a de l'argent, on a des capitaux, on peut être investisseur. Si on n'en a pas, c'est clair, il faut directement s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et pour ça, il ne faut pas regarder simplement aux capitaux, mais il faut regarder surtout aux compétences, à ce qu'on peut commercialiser. On a tous eu des cours de mathématiques, on a tous eu des cours d'anglais, ou bon, pas tous, mais on a quand même quelques compétences. Je connais le français, je peux... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner cours de français à des gens, à des jeunes, par exemple, âgés de 10 à 15 ans,
Est-ce que vous pouvez donner cours de renforcement de capacité en mathématiques? J'ai appris, mais pas forcément pour dispenser. Maintenant, il faut apprendre à dispenser parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous payer 50 $ par mois pour 3 séances par semaine. Si vous en avez 10, vous avez 500 $. Okay. Je connais des boîtes très grandes qui ne payent pas ça quand on commence. Alors, en lisant votre profil sur LinkedIn, j'ai vu que vous encouragez ou vous invitez même les gens à venir investir ici en RDC. Mais si nous constatons ou nous faisons même le tour en sillonnant, il y a moins d'investissement. Comment justifier cela? Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas les statistiques, mais par contre j'ai comme l'impression qu'il y a plein de gens qui viennent ici pour investir. Mais souvent, ce n'est pas des Congolais. C'est que vous voyez un Chinois qui quitte chez lui pour venir ici fabriquer des chaises qu'il va nous vendre à nous. On a eu il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu un petit scandale dans ce sens-là. Il y avait une Chinoise, je pense, qui vendait des beignets et qui mettait des ndembi à l'intérieur. Okay. Et ça faisait ravage, tout le monde allait pour prendre. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait qu'il y a énormément, il y a une grosse population ici en RDC, fait que c'est déjà une terre d'opportunité. Kinshasa, c'est une ville de 16 millions d'habitants, parfois on dit 20 millions d'habitants. Et quand on dit, vous prenez les données du PNUD, les données du PNUD vous disent que 80%, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire gagne ou dépense moins de 2 $ par jour. Moins d'1 $. Mais ça veut dire aussi que 30% de cette population est au-dessus de ce seuil. Et quand vous ramenez les 30%, par exemple, à une population comme Kinshasa, vous vous rendez compte que sur 20 millions d'habitants, arrondissons, vous avez 6 millions d'habitants qui gagnent plus de 2 $ par jour. Mais c'est énorme. Si vous prenez 10% de cette population, c'est 600 000 personnes à qui vous pouvez vendre quoi? Vous pouvez vendre énormément de services et vous gagnez quelque chose. Pour vous donner une idée, la population du Gabon, ça doit être 1,8 million d'habitants. Je crois que ce n'est même pas 2 millions. Mais Kinshasa a une population de 6 millions qui gagne plus de 2 $ par jour. C'est une opportunité de dingue. Maintenant, il faut venir et trouver ce qu'il faut donner à ces gens. Mais c'est ça qu'il faut trouver. Et dans 50 idées de business, il y a 50 idées de ce que vous pouvez faire dans la ville de Kinshasa, dans la restauration et autre chose. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle ici que j'ai sur ce plateau l'auteur du livre 50 idées de business, mais il ne va pas vous les donner ici. Vous devrez acheter les livres pour en bénéficier. Alors, qu'est-ce qui fait à ces jours que les Congolais eux-mêmes ne savent pas comment saisir les opportunités? Est-ce par manque de fleurs intuitifs? Où les étrangers voient là où nous ne vous voyons pas? Il faut dire que, moi j'aime répéter que le Congolais n'est pas le plus bête, n'est pas le plus mauvais des êtres humains sur la Terre. Les étrangers qui viennent ici sont une élite. Ce n'est pas tous les Indiens qui ont des supermarchés. Okay? C'est une élite, c'est un groupe d'Indiens qui viennent ici qui prospèrent. C'est un groupe de Chinois, c'est un groupe De la même manière, il y a une communauté congolaise qui fait énormément de choses. Tous les bâtiments qui pullulent ici dans la ville ne sont pas forcément issus de magouilles ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont des business ici. Ouais. Il y a Gecotrans, que je peux citer, qui est au Congo central et qui fait un travail extraordinaire. Je pense au Katanga, il y a également des Congolais qui émergent. Il suffit de venir à la FEC, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de Congolais qui font des choses. Seulement, quand aujourd'hui on regarde le pouvoir économique des Congolais qui entreprennent ou des opérateurs économiques congolais, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment inférieur aux expats. Qu'est-ce qui justifie? Alors, je me pose la question, je me dis peut-être qu'il y a le côté, peut-être un problème de culture, peut-être un problème d'accès aux capitaux, peut-être un problème de formation, peut-être qu'on s'y est pris tard, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici à 100 ans, comme un groupe très célèbre qui possède une banque ici, dans le patriarche est arrivé à l'Est ici à 100 ans. Et qui a commencé ça. Pendant qu'eux, ils commençaient déjà à faire des commerces, à entreprendre, nous, on nous faisait comprendre qu'un commerçant, c'était quelqu'un qui n'était pas pro, qui n'était pas riche. On nous disait le meilleur poste, c'était d'être dans un bureau. Alors qu'eux, ils étaient déjà dedans. En entreprenant, ils apprennent à leurs petits-fils comment... Et après, ils vont léguer. La richesse continue des générations en génération. Alors, pour l'entrepreneuriat, par exemple, il y a un critérium où on voit le business plan, une liste pour être un entrepreneur assidu. Alors, en ce qui concerne les investissements, est-ce qu'il y a également un critérium qu'il faudrait pour y accéder? Oui, bien sûr. Je pense que la première des choses, c'est d'avoir une idée de c'est quoi son budget. Parce qu'on ne peut pas, comme je dis, on ne peut pas investir avec du vent. Il faut un capital. Ce capital, c'est de l'argent. Ce capital, c'est des biens. Okay. Donc, vous devez identifier votre budget. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous devez identifier votre profil de risque. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre? Est-ce que vous êtes prêt à perdre une partie, etc. Jusqu'à combien êtes-vous prêt à perdre?
Troisième élément, vous devez fixer votre objectif de rendement. Généralement, ça va de pair avec le risque. L'objectif de rendement, c'est de dire, j'ai 10 000 $, je voudrais qu'en investissant 10 000 $, que tous les mois, ça me rapporte par exemple 100 $. Okay? C'est un objectif de rendement. Plus votre objectif de rendement est élevé, plus vous risquez de prendre des risques. Excusez-moi la tautologie, mais c'est un peu ça. Vous vous réveillez un matin comme ça et puis pouf, vous constatez qu'il y a une décadence, donc pas possible. Oui, et aussi peut-être c'est important de rappeler ou d'indiquer qu'il n'existe pas d'investissement non risqué. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que même prendre son argent, garder ça à la banque, ça a un risque. La banque peut faire faillite. On va dire à ces jours, les risques est partout. Le risque est partout. Il n'y a pas de risque zéro. Prendre son argent, garder ça dans son porte-monnaie a aussi un risque. D'ailleurs, avec l'inflation qui généralement avoisine les 7-9%, en 2021 c'était 9%, ben, ne pas mettre son argent quelque part où ça fructifie, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Donc, tout est risqué, il faut garder ça en tête. Si quelqu'un vient vers vous et vous dit, ben voilà, investissez 10 000 $ dans tel truc, risque zaté ou je ne sais pas quoi, non, c'est complètement bidon. C'est déjà quelque chose où il faudrait se méfier. Et si quelqu'un vous dit aussi que voilà, investissez à tel endroit, vous allez gagner 100% tous les mois, etc., sans risque, ça aussi, c'est non. C'est-à-dire que plus le gain est élevé, plus le risque derrière est souvent élevé également. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, je ne sais pas, vous avez entendu parler du trading? Oui. C'est quelque chose de vrai ou ce sont des magouilles? Non, ce n'est pas des magouilles. Le trading, moi j'ai été trader pendant plus de 3 ans. D'ailleurs, c'est l'un des premiers business que j'ai commencé en investissant en bourse pour compte de tiers. Sauf que le problème, c'est qu'on a transformé cette chose en quelque chose qu'on peut faire en simple clic. Voilà, trader votre téléphone, machin. Aujourd'hui, il y a presque beaucoup de jeunes que moi je connais, j'ai de potes à moi. Non, mais c'est ci et c'est là. Et il y a des gens qui perdent de l'argent en cascade. En fait, c'est un investissement. Beaucoup de gens qui se font happer, c'est des gens qui pensent, c'est pas quelque chose de mauvais ou d'illégal. Non. Le problème, c'est que les gens pensent que c'est une voie facile vers l'enrichissement. Or, il n'y a pas de voie facile vers l'enrichissement. On ne peut pas avoir 1 000 $ aujourd'hui et puis dans 12 mois, pouf, on devient millionnaire ou dans 6 mois parce qu'on a mis de l'argent un peu dans le trading. Non. Et surtout pas sans risque. Si ça marche, ça veut dire qu'on a pris un risque énorme et qu'on aurait pu tout perdre. Et si ça ne marche pas, on perd. Eh bien, on perd. Donc maintenant, les gens doivent déjà en fait se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de risque zéro et qu'il n'y a pas de facilité vers l'enrichissement. Maintenant, il y a des choses qu'on peut prédire. Par exemple, aujourd'hui, quand vous mettez 10 000 $ dans une banque, dans un DAT bancaire, ben vous savez que vous pouvez avoir jusqu'à 5% d'intérêt dessus. C'est une rémunération. Quelqu'un qui met 100 000 $ là-dedans, 5%, 6%, c'est quand même 6 000 $. Quelqu'un qui met 1 million de $, c'est 60 000 $. Vous le divisez par 12, c'est comme s'il gagnait 5 000 $ tous les mois et il se tourne les pouces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'investissement. Mais ça, il faut avoir les capitaux. Pour essayer de développer ces capitaux, maintenant, il faut essayer d'aller vers des trucs un peu plus risqués, notamment l'investissement dans des PME. Parce que les PME sont par nature risquées parce qu'elles sont petites, etc. Mais si ça fonctionne, ça vous rapportera des thunes, ça vous rapportera beaucoup d'argent, etc. Comme on le dit. Oui, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Même demain, même dans 10 minutes, on n'est pas sûr qu'on sera là. Mais en fait, ce que je veux dire, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, quand on investit, l'objectif, ce n'est pas que tous les investissements réussissent. C'est-à-dire, quand je fais 10 placements, 10 investissements, l'objectif, ce n'est pas que les 10 investissements réussissent. Il suffit qu'un seul investissement réussisse suffisamment bien pour me permettre de changer de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aviez mis, je ne sais pas moi, 1 000 $ dans Facebook quand ça avait commencé, je vous assure qu'aujourd'hui, vous serez probablement milliardaire ou millionnaire. Alors que vous auriez pu investir 1 000 $ dans Facebook, 1 000 $ dans, je ne sais pas moi, Twitter, une boîte comme ça, 2 000 ici. Tous les autres, ça ne marche pas et Facebook fonctionne et vous avez de l'argent. C'est le même principe. Alors, à ces jours, il y a un engouement autour de l'entrepreneuriat. Comment jugez-vous cela? Est-ce une précipitation ou une découverte ou une marche normale? Les jeunes ont découvert qu'à ces jours, attendre ou rédiger des lettres, des demandes d'emploi, en tout cas, ça nous profite en rien. Donc, il faudrait entreprendre. Comment vous jugez cet engouement? Moi, je pense que l'engouement est justifié. Nous sommes quand même dans un pays où, si on doit regarder les emplois formels, on parle d'un gros taux de chômage. Mais j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une panacée au problème de chômage. Parce que si vous êtes un piètre salarié, vous avez des compétences qui ne sont pas pertinentes, ce n'est pas en devenant entrepreneur que vous allez gommer vos lacunes. Au contraire, l'entrepreneuriat demande plus. Or, il se trouve, et ça c'est le sentiment que j'ai avec pas mal de mes clients entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est que les gens qui sortent de l'université, leur compétence n'est pas vraiment en adéquation avec les besoins du marché.
C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais chercher un community manager, je vais chercher un copywriter, et quelqu'un qui va sortir de, je sais pas moi, il a fait marketing pendant 5 ans, il arrive, il me parle des 4P, 16P, alors que moi, j'ai besoin qu'on me parle de… Ça ne concorde pas. C'est ça le problème. Et ça, c'est quelque chose, parce qu'au finish, on ne peut pas tous devenir entrepreneurs de toute façon. Donc, on a aussi besoin de salariés compétents, d'employés compétents, d'associés, de partenaires avec qui on peut aller de l'avant. Donc, moi, je dis ceci pour résumer. Le nouvel engouement vers l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas déplacer, il ne faut pas penser que c'est une solution miracle au problème du chômage. Donc, tout le monde ne sera pas entrepreneur, c'est un fait, mais il faut essayer de voir comment former les gens à ça, leur montrer que c'est une possibilité, mais aussi les former à être des bons employés, à être des employés très productifs. Parce que je disais ici tantôt qu'aucune… Bon, depuis l'école primaire, l'humanité, nous n'avons pas vu un cours et entrer à l'entrepreneuriat. Oui. Ça, non. Comment faire à ces jours? Est-ce qu'il faudrait sensibiliser les gens? Parce que l'état des droits existait, mais à ces jours, si la plupart connaissent l'état des droits, c'est grâce à la sensibilisation. Pour l'entrepreneuriat, comment s'y prendre? Et puis l'état des droits aussi, on connaît le mot. Est-ce qu'on connaît l'intérieur? Je ne sais pas. C'est ça Pour aussi. vous demander une expression, c'est quoi la définition de l'état des droits? Je crois que c'est difficile. C'est comme l'entrepreneuriat. Ça compliqué. Si vous prenez l'entrepreneuriat, vous dites aux gens, c'est quoi l'entrepreneuriat? Les gens feront plein de définitions différentes, etc. Moi, je pense que de toute façon, il y a un rôle que l'État doit jouer. Ça, c'est un fait. Moi, personnellement, en tant qu'opérateur, même en tant que membre de la FEC, je vois très mal, on va essayer de… On n'a pas cette ambition-là. Par contre, nous aussi, nous avons un rôle à jouer en tant qu'opérateur. Et en tant qu'opérateur, c'est de devenir des modèles. J'entreprends. Peut-être que je ne fais pas encore 1 milliard. Je ne suis pas Zach Zuckerberg, Mark Zuckerberg, mais je suis à un certain niveau. Et il y a peut-être des gens qui peuvent nous regarder et se dire, oui, mais c'est possible de faire 1 000 $ par mois, par exemple. C'est possible de faire 2 000 $ par mois en lançant un business, en faisant quelque chose. Malheureusement, moi, j'ai envie de dire, comme ce que je disais plus tôt, c'est que nous avons tous un rôle à jouer, nous avons besoin de modèles, mais il se trouve que ce n'est pas très intéressant pour les entrepreneurs aujourd'hui d'être des modèles. Donc, ils se disent, mais voilà, je vais être modèle, ma famille va me voir, ma famille va se dire que je gagne beaucoup d'argent, on va venir m'embêter, les sorciers de la famille vont venir, etc. La DG va m'embêter ou je ne sais pas moi qui. Donc, il faut trouver le moyen de casser ce mythe-là, casser ces problématiques pour permettre à plus de gens de dire « je suis entrepreneur, voici ce que je fais, c'est honnête, vous aussi vous pouvez le devenir ». Et je pense que ça sera un meilleur signal que juste de faire des cours par des gens qui n'ont jamais vendu le moindre stylo de leur vie. Ok, généralement même la plupart de ces professeurs ou ces formateurs en entrepreneuriat, ils n'exercent même pas. Donc, ils sont dans la théorie alors que nous voulons une pratique concrète. Voilà, moi c'est ça au fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on peut lire des livres, on peut faire des formations, mais il faut être dans la pratique. Il faut essayer de vendre son produit. Être dans le bain. Dans le bain. Il faut essayer de vendre son produit. Donc, on peut s'asseoir là, prendre 6 mois en train d'apprendre. Le plus important, c'est voilà, mon produit, c'est X, je vais le vendre sur le marché. Je vois, si j'arrive à le vendre, j'itère et ainsi de suite. Si j'arrive pas, j'itère aussi. C'est vers ça qu'on doit aller. Alors, l'émission touche à sa fin. Le même chose ne dure pas généralement. La télévision, c'est les temps. Il n'y a pas des roses sans épines, comme on va les dire. Il n'y a pas de miel sans piqûre d'abeille. Quelles sont les contraintes, pour ne pas dire difficultés, que vous rencontrez dans des investissements ou même dans l'entrepreneuriat qu'il faudrait à ces jours essayer d'améliorer afin d'augmenter le seuil? Pour moi, c'est un peu comme les jeunes entrepreneurs. La plupart des jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs en général, je pense, on a un problème d'accès au financement, de qualité. Ce n'est pas le premier problème, mais c'est un problème quand même. C'est un des problèmes. Il faut l'évoquer. Le financement de qualité, c'est quoi? C'est du financement à un taux qui soit correct et qui soit sur une durée assez longue. Aujourd'hui, il est difficile de trouver du financement d'équipement, comme on le dit. Deuxième élément, c'est l'accès au marché public. Il faut dire que voilà, pour accéder au marché public, malheureusement pendant longtemps, je ne sais pas si ça continue, il y a ce problème il faut connaître quelqu'un, il faut donner quelque chose, rétrocommission, blablabla. Alors qu'on voudrait que le processus soit limpide, on voudrait que l'information soit connue. En dehors de l'accès au marché public, il y a aussi l'accès au gros marché des entreprises privées, par exemple sociétés minières, qui, vous savez, on peut gagner un marché juste de fourniture d'eau, mais pour une entreprise minière qui pèse des milliards et qui a des milliers de sites, rien qu'un marché de fourniture d'eau, ça peut être un marché à $1 million. Et c'est le genre de marché qui change des vies et qui permet justement une croissance par la base.
Mais parfois, vous vous posez la question où est-ce qu'ils ont publié, est-ce qu'ils ont publié correctement, etc. Je crois que l'ARSP est en train de faire un travail extraordinaire pour essayer de permettre justement aux entrepreneurs congolais d'avoir accès à ces marchés. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile. Et troisième élément, c'est une difficulté, c'est la qualité, j'ai envie de dire, de la ressource humaine. L'administration? Non, la ressource humaine, c'est-à-dire les employés qui sont formés ici, la ressource humaine. Beaucoup de gens se plaignent. Je ne vais pas dire ici que les opérateurs économiques sont des saints. Loin de là. Il n'y a pas de saints quelque part. Il n'y a pas d'ange d'un côté, de démon de l'autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a besoin de spécificité, on a besoin de compétences vraiment spécifiques, il est difficile d'en trouver parce que l'université produit des généralistes. C'est un problème récurrent. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, moi j'ai besoin par exemple d'un community manager, mais je vais avoir quelqu'un qui a fini en marketing 5 ans, mais qui va me parler de 4P, 16P ou quoi, alors que moi j'ai besoin d'un community manager. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin d'un copywriter, et je veux trouver quelqu'un qui est formé en lettres, il fait des poésies, mais il est incapable de faire du copywriting par exemple. Et c'est comme ça dans pas mal de secteurs, et ça pose un problème, et ça va, je pense, détruire beaucoup d'emplois aussi, parce qu'il faut comprendre qu'on est dans un monde globalisé, et il y a de plus en plus de services qu'on peut faire à l'étranger. Si vous allez par exemple sur le site 5euros.com, vous pouvez trouver des freelances de France, des États-Unis, de plein d'endroits qui peuvent faire un certain nombre de services qu'ici. Et c'est de l'emploi qui part. Et est-ce qu'à ces jours, vous vous sentez accompagné dans l'administration? Parce qu'avec les investissements, nous avons l'ANAPI. Oui. Est-ce qu'à ces jours, l'ANAPI vous accompagne? Bon, je pense que l'ANAPI fait un travail qui est louable. Il faut qu'on se le dise quand même. Mais nous aussi, en tant que personnes qui veulent, entrepreneurs ou investisseurs, nous devons aussi faire l'effort d'aller vers l'information. L'ANAPI aujourd'hui a un site internet. Sur ce site, il y a foison d'informations sur la fiscalité, sur quelques données, des statistiques sur la RDC. Et le site est public, vous pouvez avoir plein d'informations là-dedans. Mais souvent, on ne fait pas cet effort-là. L'ANAPI a un numéro de téléphone. Bon, en tant que fait ça arrive de collaborer, mais au-delà de ça, moi j'ai personnellement expérimenté ça. Il y a un numéro de téléphone, vous passez le coup de fil, je pense que là tout de suite on peut essayer, ça passe. Bon, peut-être parce que vous êtes de la FEC ou bien? Non, mais vous pouvez faire cet exercice, vous allez sur Google, vous tapez ANAPI, vous trouvez le numéro de contact, si vous avez une question, vous appelez ce numéro, je vous assure que ça va sonner. Moi j'ai plus vu les actualités avec quelques vidéos, j'ai pas vu les numéros, je vais y revenir et voir s'il y a un numéro de téléphone. Alors l'émission est terminée, mais en quelques minutes seulement, vous allez donner votre mot de la fin à ces jours autour de l'engouement entre entrepreneuriat, entre investissement. Vous êtes investisseur, vous êtes dans le domaine. Si vous devrez dire un mot en ce qui concerne cet engouement, permettez-moi la tautologie, en ce qui concerne cette précipitation, si on doit le dire ainsi, parce qu'à ces jours, on ne sait plus qui est entrepreneur et qui ne l'est plus. Un mot, la caméra est juste là. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que ce pays est le nôtre. Nous n'en avons pas deux. Dans la plupart des autres pays, 80% ou la grande majorité de l'économie est détenue par les locaux. Et c'est l'inverse chez nous. Ça veut dire que nous avons un rôle à jouer. Alors, pour jouer ce rôle, nous devons être soit entrepreneurs, soit investisseurs, soit les deux. L'entrepreneuriat, l'entrepreneur, c'est celui qui crée les systèmes. Les investisseurs accompagnent. Et moi, je pense que nous devons essayer, dans la mesure du possible, de nous mettre de plus en plus ensemble pour prendre les risques calculés. Aujourd'hui, si chacun doit, dans son coin, investir 2 000, 3 000, 4 000 $, peut-être qu'on ne fera pas quelque chose de grand. Mais si on peut se mettre ensemble à 5, à 6, à 7 pour faire quelque chose à 100 000 $, peut-être que ça va être pertinent. Donc, ne regardons pas nos différences, regardons à ce qui nous unit pour essayer de bâtir des entreprises congolaises rentables et prospères. Alors, merci, Monsieur Christopher Mkoka, d'avoir répondu présent à notre invitation et de nous avoir reçus dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'en est fini pour cette émission, Madame, Messieurs. J'ai eu l'honneur de recevoir les CEO de Beto Group, mais aussi vice-président de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs de la FEC, qui est la Fédération des entrepreneurs du Congo, qui a répondu à nos préoccupations. Vous avez là été parfumé de l'actualité autour de l'entrepreneuriat, mais aussi des investissements ici dans notre pays, la RDC. Alors, si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Jacob qui était derrière la caméra, à vous tous qui l'avez suivi. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao.